va, mais on y va ensemble. On va, la petite bande. Pierre Salvadori. Bonsoir. Avec un petit peu plus de lumière, Eric, merci. Et Mathilde Allais, ta petite cousine pour poser des questions. Mais oui. On va aller là. Donc merci Pierre, ça nous fait très plaisir que tu sois là. Moi aussi. J'ai un très joli souvenir de non-rencontre, mais qui était très beau, c'est qu'on a fait un entretien ensemble sur Lyon en Liberté pour la 25e heure l'an dernier, enfin pendant le confinement. D'accord. Et c'était très gracieux. Et c'est la première fois que je me suis dit que, par ailleurs, le distanciel avait des atouts, parce qu'il y avait un degré de simplicité et de presque d'intimité qui est parfois plus difficile à obtenir dans la présence physique des gens. Et donc c'était un moment vraiment, vraiment délicieux. Je te dis une petite nostalgie du Covid. Peut-être presque, ouais. Retournons chacun chez soi. Bon, je pose la petite première, et puis Mathilde prendra la suite, et très vite on passera la parole à Lassa. Tu racontes dans le dossier de presse que dans les sources à l'origine du film, il y a une sorte de souvenir d'enfance qui est la question des bouts rouges. Est-ce que tu peux nous raconter à quoi c'est lié et comment est-ce que ça peut être à l'origine du désir de ce film? Je ne sais pas si c'est à l'origine du désir de ce film, je sais que c'est quand on s'est posé la question, qu'on m'a demandé s'il y avait eu des événements en Corse comme ça qui m'avaient un petit peu marqué. Je me rappelle qu'enfant, il y avait eu un scandale, il y avait eu un événement assez fort comme ça, il y avait des petits bouts de plastique rouge qui se déversaient comme ça sur les plages de Corse, et puis personne ne pouvait rien faire, tout le monde savait d'où ça venait, mais il y avait une impossibilité à endiguer cette pollution et à arrêter le déversement. C'était des bateaux qui balançaient tout ça, et puis donc il y avait des tergiversations, des discussions interminables, etc. Mais rien ne se passait. Et puis un jour, il y a un commando qui s'est créé et ils ont été faire sauter les bateaux. Et ça nous a... Et c'était comme... On trouvait ça extraordinaire quoi, quand on était gosse, et encore maintenant, je trouve qu'il y avait quand même... quelque chose d'assez fou là-dedans. Et ensuite, c'est aussi d'un autre ordre, j'avais lu un livre que m'avait recommandé Nicolas Bouchot, qui s'appelait « La violence, oui ou non », et qui était un espèce de traité comme ça, qu'un sociologue, philosophe avait écrit après la catastrophe... je perds ma mémoire, c'est pas possible, nucléaire en Russie, à Tchernobyl, très belle série d'ailleurs. Et il avait théorisé au fond l'idée que si un tort, une violence était faite à l'humanité, au fond il était plus ou moins légitime d'y répondre. Et puis après on avait commencé à discuter comme ça avec le scénariste. Moi j'étais en train d'écrire un autre film avec lui sur le monde du travail. C'est une histoire d'un formateur comme ça. Et ce film avait du mal à se faire, et on parle comme ça, et je lui dis, tu sais, j'ai toujours pensé que la prochaine vague de terroristes serait écologique. Écologistes, ce seraient des écolos qui passeraient à l'action, comme dans les années 70, des anticapitalistes, kidnappaient des patrons, parfois d'une façon extrêmement violente. J'ai toujours pensé que ça serait ça qui serait la prochaine vague et tout, puis ça s'est pas fait, et on a commencé à imaginer des personnages, et comme ça, au détour, tu vois, d'une conversation qui... aller un peu maladroit, un peu naze, un peu des pieds nickelés, quoi, qui allait essayer de faire sauter l'usine. Et puis je lui ai dit, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait des kidnappeurs maladroits, j'ai déjà fait des gens qui n'ont pas le mode d'emploi, qui s'attaquent à quelque chose qui n'est pas pour eux. Et puis dans la nuit qui a suivi, j'ai commencé à me dire s'ils étaient plus jeunes. Et puis je suis arrivé le matin, j'ai dit à Benoît, je sais plus comment ça se fait exactement, j'ai dit, mais si c'est des enfants, c'est extraordinaire. Si c'est des enfants qui tout à coup font quelque chose qui les dépasse au départ, qui ne sont pas spécialement écolos, qui n'ont pas une âme comme ça de militants, et qui décident de faire quelque chose pour des raisons très égoïstes presque, par amour, par vengeance, puisque maintenant on peut spoiler puisque vous avez vu le film, je dis ça va vraiment poser des questions intéressantes. Au fond, comment ils vont essayer de donner a posteriori du sens
à un geste, à un acte. Et voilà comment ils vont. Après, toutes les idées arrivées, c'est-à-dire l'idée qu'ils apprennent à vivre ensemble, à se battre ensemble, qui est quelque chose d'assez auxien quand on a un peu cinéphile. Moi, j'ai le souvenir de ces films où on voyait des personnages se regrouper pour lutter, et ces films m'enthousiasmaient. Et puis ensuite, la question de la démocratie, du vote, de la décision, de convaincre les autres. Et là, tout à coup, on s'est dit, au fond, ça va pas du tout être un conte édifiant sur l'écologie, ça va être un film sur la bande, sur le groupe, et sur comment le fait d'être ensemble construit un idéal. Cette volupté, ce plaisir à être ensemble, qui nous rend plus forts, qui nous rend plus audacieux, qui nous rend plus fous parfois, tout à coup nous amène à nous élever. Voilà, la question de l'autre, cette idée que l'autre est essentiel et existentiel, et que par lui on s'élève pour être à la hauteur, pour le convaincre. Enfin voilà, l'émulsion du groupe et jusqu'où ça peut nous emmener, ça nous paraissait à tous les deux être le vrai sujet du film. Et en fait, on l'a écrit assez vite. Du coup, on l'a écrit peut-être en 5-6 mois, on avait un traitement, et après j'ai fait des dialogues. Le premier jet a été assez rapide, quoi, voilà. Et comment, toi, tu as remarqué que finalement, pour un enfant, c'est nécessaire pour la construction de l'identité d'être accepté dans un groupe et donc dans une bande? Alors, je ne sais pas si c'est nécessaire, parce que c'est pas toujours le cas. Il y a des enfants qui se construisent dans la solitude. Moi, j'ai pas mal été seul dans mon enfance, et même un peu plus tard dans ma jeunesse. Et j'ai même fait, je me demande à quel point j'ai pas fait des films pour essayer d'aller vers les gens. C'est un peu ce que je dis, c'est-à-dire que quand je dis que l'autre existentiel, c'est par l'autre qu'on existe, c'est dans l'autre qu'on se reconnaît, c'est dans ce qu'on veut pour lui, dans ce qu'on attend de lui, dans l'attention qu'on a pour l'autre, dans la compassion qu'on a pour l'autre, ou dans la colère, enfin tout ça, on n'existe pas seul, quoi. Donc oui, ça me plaisait beaucoup de mettre en place, en scène, et de raconter l'histoire de la naissance d'un groupe, l'histoire de la naissance d'une amitié. Et puis après, il y a d'autres choses. Il y a le passage de... Ça j'avais été très marqué par un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelait Stand By Me dans les années 90, et qui raconte l'histoire d'enfants qui vont chercher un enfant mort dans la forêt. Mais c'est surtout un film qui parle du passage de l'adolescence, de l'enfance, pardon, à l'adolescence, et de l'innocence, finalement, de l'enfance à la conscience. Et tout à coup, à prendre conscience des choses, et à être effrayé, concerné, et agir. Et ça, je me suis dit que ça pouvait vraiment s'appliquer aussi à ce récit, que ça pouvait l'enrichir, enfin, que ça allait être un des sujets. Au point que tu l'as montré à tes acteurs, puisqu'ils racontent ça dans le dossier de presse. Stand By Me, tu l'as montré. Stand By Me, je l'ai montré à mes acteurs, mais je crois qu'au bout d'une demi-heure, ils s'en foutaient. Ça a fini en bagarre et en bataille de polochon, mais ils étaient un petit peu trop jeunes, parce que les films avec des enfants ne sont pas forcément des films pour enfants. D'ailleurs, moi, je ne suis pas forcément persuadé d'avoir fait un film pour enfants. Je pense que j'ai fait un conte pour enfants, au sens où les films pour enfants prônent une forme de réconciliation, et à la fin, les adultes, les enfants se prennent dans les bras en disant mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants disent qu'ils sont désolés, les parents disent qu'ils ont eu raison, patati. Alors que le conte pour enfants, dans le conte pour enfants, le monde redevient vivable si on se débarrasse de l'ogre, du mal. Et donc moi, c'était plus un film d'affrontement, quoi. Voilà. Oui, et dans le conte pour enfants, il y a une vraie part pour la cruauté, et ton film a une vraie part de cruauté. Chez l'ogre, enfin chez le patron de l'entreprise, mais chez les enfants aussi, ce qui est assez gonflé pour un film pour enfants, pour le coup. C'est leur inconscience qui leur donne du courage, qui leur donne... voilà, c'est pas une cruauté, c'est pas sadique. C'est, comment dire, oui, il y a une forme d'inconscience. Et puis après, il y a une autre chose, c'est que je trouve que les enfants sont des vrais marginaux. C'est-à-dire que les enfants, ils sont marginaux de fait parce qu'on les tient en dehors des décisions qui pourtant les concernent beaucoup. Mais on les écarte de ces décisions. Ils n'ont pas le droit de les prendre, quoi. Donc ça en fait des marginaux. Et je me suis dit, au fond, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les enfants se disent, ben, puisque la loi ne nous intègre pas, on n'intégrera pas la loi dans nos décisions. Et du coup, ça fait une bande de hors-la-loi qui n'ont pas forcément toutes les clés, qui n'ont pas forcément la douceur, qui n'ont pas forcément toujours la compassion, même si à la fin, je trouve qu'ils sont dignes et ils disent il faut le relâcher, il faut qu'il reparte. Et il y a une forme d'ironie à ce que ce patron s'autodétruise lui-même, quoi.
Mais voilà. Alors nous, on ne va pas tenir les enfants totalement écartés et décider à leur place, parce qu'il y a une petite fille qui a demandé à prendre la parole pour poser une question. Je voulais demander si le patron d'entreprise, après qu'il ait dévalé la falaise au fond du film, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est sorti de la voiture et il a perdu la mémoire et il a tout oublié, donc les enfants n'iront jamais en prison. Faut, de temps en temps, le mensonge est vertueux, voilà. Ah, mais il y a des adultes qui veulent prendre la parole aussi. Moi, comme adulte, je ne me pose pas la même question. C'est ça. Alors moi, je glisse quand même une question qui a à voir avec ce qui me paraît être la spécificité du film. C'est qu'il est à peu près insituable en termes de genre et potentiellement en termes de public d'ailleurs, puisqu'on a vu qu'il s'adressait aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Parce que c'est à la fois un film d'action, vraiment un film d'aventure même, dans sa construction même, et le début est comme ça très haletant sur l'action qu'ils entreprennent ensemble. C'est aussi un film burlesque, vraiment. Voilà, quand le canoë se met à doubler le vélo, ça te fait encore marrer toi, c'est bien. Moi aussi, à la deuxième bisou. Et puis en même temps, c'est aussi un film sentimental, d'une certaine façon, romantique, puisque quand même l'amour et le rapport aux autres, à la femme, aux parents, etc. sont extrêmement importants. Et puis c'est en même temps un film très mélancolique. Et le fait d'avoir tenté cette fusion-là des genres, notamment sur la place de l'exclu, du bouc émissaire, de l'enfant rejeté de tous et victime de harcèlement. Donc j'aimerais bien savoir comment, à l'écriture, vous avez dosé ces genres cinématographiques et ces tonalités pour oser ça, c'est-à-dire de les contenir dans un même film. Bonne chance. D'abord, c'est très juste, mais c'est un peu intuitif et instinctif. Je sais que ce que j'aime de plus en plus, c'est pas forcément le mélange des genres, mais c'est le mélange des émotions, et je m'interdis plus ça depuis En Liberté. C'est ce que j'aimais énormément chez Black Edwards. Je pense que des scènes peuvent se suivre et j'avais été très marqué par un film qui s'appelle Skin Deep, L'amour est une grande aventure, où juste après une scène d'enterrement, ou avant, et la scène et après je ne me rappelle plus dans quel sens c'est exactement, il y avait une scène quasiment slapstick et cartoonesque avec des capotes fluorescentes dans la nuit, enfin un truc fou, et juste après il y avait un personnage, ou juste avant, qui... il y a des enfants enfin, qui sautaient la vie, quoi, donc, et il n'avait pas peur que ses émotions se télescopent. Et ça, moi maintenant, j'ai moins peur de ça, je dose moins le truc. Après, j'adore écrire des histoires, d'abord, le processus d'écriture, vous savez, c'est assez compliqué, il évolue tout le temps, mais maintenant, de plus en plus, je me dis, ça, c'est une bonne histoire, j'écris, j'essaie de voir ce qu'il en sort, et après, de lui donner du sens. Je vois, avec le scénariste, on voit des choses qui apparaissent, et puis après, on renforce. Et puis, sur les émotions, la drôlerie, le burlesque, ça, c'est ce que je dois au spectateur. C'est-à-dire que pour moi, le cinéma, c'est le dernier art populaire, et j'adore l'idée qu'il y ait un plaisir physique à voir le film. J'aime beaucoup cette idée. Tout à l'heure, par exemple, je ne savais pas si d'entrée, elle était là, de la salle, ou là-haut. Donc, je suis venu voir si le film, ça réagissait un peu. Et comme c'était là, je me suis dit, je ne peux pas rentrer. Donc, j'ai poussé tout doucement la porte. C'est un plan, ça, quand même. C'est intéressant. Et je n'avais que les regards. J'avais les regards des spectateurs sur le film. Et je me disais, mais au fond, c'est ça, faire un film. C'est engager une conversation, une danse, et que les gens, par moments, pleurent. C'est très bête à dire, mais j'étais très heureux derrière un demi-centimètre, et à me dire qu'on avait fabriqué des émotions, quoi, comme on fabrique de la confiture, ou ce que vous voulez. Hein. Je suis pas à genoux devant ça en disant l'art. J'adore cette idée qu'il y a une part de mécanique et de mathématiques dans la construction d'une scène burlesque. Quand on parle du kayak, c'est très réfléchi, c'est très découpé. Il faut qu'on montre un tout petit peu le kayak avancé, que le spectateur se dit, mais attends, il y a eu un truc là dans le plan d'avant, et donc ça déclenche quelque chose, le plan d'après, le double take de l'enfant, le moment où ça dépasse, le plan large, dans combien de temps je peux faire rentrer le kayak avant, dans le plan large, vous savez, après on le voit arriver dans l'autre sens. Et je me dis là, il faut que quand même le spectateur se dise, attends, qu'il y ait une attente. Enfin, tout ça, c'est un travail d'intuition, de mécanique, et puis surtout un désir, c'est mu par un désir de créer du spectacle. Le cinéma, de toute façon, c'est le prolongement du théâtre. Hein.
Et le film a été tourné en Corse, donc tu as tourné à Sartène et à Corté. Quelle était la place que tu voulais accorder à la nature et au paysage, parce qu'ils sont assez beaux et saisissants? Eh ben, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué, c'est-à-dire que le paysage, la contemplation du paysage m'a toujours beaucoup troublé, questionné, apaisé. Et c'est très important dans ma vie d'enfant encore, c'est dans ma vie d'adulte encore maintenant. J'ai toujours eu peur de perdre ce rapport fort à la nature, qui est assez intellectuel finalement. C'est-à-dire que ça peut paraître paradoxal, mais j'aime contempler la nature et réfléchir en même temps que je la regarde. À un moment, le seul moment où j'ai mis des mots d'adulte, quasiment, enfin en essayant beaucoup de travailler le dialogue dans la bouche des enfants, c'est quand il essaye d'expliquer pourquoi il aime la rivière. En Corse, surtout dans ma région, et j'ai beaucoup tourné dans ma région, pas Sartène, mais toutes les montagnes, toutes les rivières, tout ça, c'est vraiment tout près de mon village. On va à la rivière, on vit à la rivière. Il est où? Il est à la rivière. Tu vas où? Je vais à la rivière. Il y a ce truc d'aller à la rivière, de se ressourcer. C'est pas du tout intellectuel, hein. Les gens, ils vont à la rivière, j'ai besoin d'aller à la rivière. Moi, j'allais à la pêche très tôt le matin avec mon père, c'était une autre rivière, avec des histoires, des récits pendant qu'on montait la nuit le long de la rivière. Ensuite, vivre à la rivière, aller à la rivière. C'était un truc très fort. Et puis un jour, j'étais à la rivière et je regardais cette eau et je me disais, mais pourquoi j'aime autant la rivière? Je voulais comprendre pourquoi j'aimais la rivière. Et je me suis dit, c'est parce que je comprends pas d'où vient l'eau. Ce flux incroyable, cette part magique qu'il y a dans nos vies, je me suis, à partir du moment, quand tout à coup je me suis dit, j'aime la rivière parce que je comprends pas d'où vient l'eau, je me suis dit, mais pourquoi ça m'apaise comme ça de penser ça? Et je me suis dit, c'est accepter la part mystérieuse et magique de l'existence. À partir du moment où on se dit, c'est comme ça, c'est là et c'est beau, je sais pas, ça a libéré quelque chose, de pas toujours vouloir tout comprendre et d'accepter cette part magique et mystérieuse qu'il y a dans nos vies. Et c'est ce que j'ai essayé de retranscrire dans le dialogue. Quand le gosse dit, ça m'apaise, ça me fait aimer ma vie. Madame. Alors, c'est moi qui ai le micro. Ah, pardon. Pardon. Alors, juste vous dire déjà que je suis très émue de vous rencontrer, parce que vous êtes l'auteur de nombreux films que j'aime beaucoup, et notamment Comme elle respire, qui est un film qui m'a énormément marqué et qui m'a aidé à ne pas devenir folle face à une amie qui avait un petit souci à la Marie Trintignant et qui m'a permis de continuer à l'aimer. Et donc c'est un film très important pour moi. Ah, merci beaucoup. Vous pouvez pas dire mieux. Merci beaucoup. Et sinon, pour ce film-là, en effet, vous avez réussi votre pari, c'est-à-dire nous faire rire, nous faire pleurer. Les dialogues sont magnifiques, les paysages sont magnifiques, c'est politique, c'est intelligent, c'est tendre. Moi, j'ai beaucoup de mal avec La guerre des boutons, parce que je trouve ça beaucoup trop cruel. Et en fait, là, ça ne l'est pas. C'est-à-dire qu'en effet, ils ne sont pas cruels, ils sont tristes parfois, ils se vengent quand ils sont malheureux, mais ils ne sont jamais cruels. Et ils sont maladroits. Et c'est un film plein de soleil, plein d'humanité. Donc vraiment un grand merci. Et j'ai deux questions. Où est-ce que vous avez trouvé Aimé et comment vous l'avez trouvé? Et est-ce que vous avez prévu de montrer le film à Greta Thunberg? Ah non. J'espère qu'elle le verra. Alors déjà, sur ce que vous avez dit avant, ce petite parenthèse sur Comme elle respire, ça me touche beaucoup parce que moi je pense que la comédie et les films nous aident à vivre. Donc quand vous me dites que ça vous a aidé à accepter la part d'irrationnel et la part presque la dimension de maladie qu'il peut y avoir dans la mythomanie, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus quand on a écrit le film, ça me plaît beaucoup, parce qu'en plus je pense que ça n'existe pas, la folie, la monstruosité, etc. Voilà. Alors après, où est-ce que j'ai trouvé Aimé? J'ai fait un casting très long, et il y a une jeune femme qui s'appelle Elsa Pharaon, qui a sélectionné, qui a fait une sélection, qui d'abord a envoyé, et c'était je pense la meilleure idée qu'elle pouvait avoir, un questionnaire de Proust. Voilà, un questionnaire de Proust. On envoyait aux enfants, avant de leur faire passer des textes, ce questionnaire. Quelles sont tes idoles dans la vie? Quelles sont tes idoles dans la fiction? Jusqu'où tu serais prêt à aller pour défendre une cause, etc. Et on a eu plein de gosses qui sont arrivés, et dès qu'il y avait une personnalité un peu intéressante, on le gardait. Après, elle les a fait se rencontrer, et elle organisait une espèce de forum, des débats comme ça, et puis il y en a un qui prenait la parole, qui s'engueulait. Et dès qu'on voyait une personnalité forte qui pouvait correspondre aussi un tout petit peu, évidemment, au récit, hop, on gardait. Et puis dans un deuxième temps, on les a fait travailler, parce qu'une fois qu'on avait ces personnes... Mais on a commencé par ça. Et après, ceux qui travaillaient, qui étaient bons, on les gardait. Ceux qui travaillaient, qui acceptaient de travailler, parce qu'il y a des enfants qui étaient doués, mais au bout de prise, ils ne voulaient plus. Et la directrice de casting me disait, Pierre, tu ne peux pas imaginer, c'est 14 semaines. Donc cet enfant qui te plaît vachement, que tu trouves génial,
tu vas le perdre au bout d'une semaine, ça va être une catastrophe. Il faut aussi tenir compte de ça, de l'aptitude au travail, de la cohérence, enfin de l'idée qu'ils comprennent à quel point ça doit être cohérent, c'est un groupe. Voilà, et tout doucement, ben, on a écrémé. Et c'est très drôle parce que l'autre jour sur mon téléphone, j'ai retrouvé mon cahier, j'avais photographié mon cahier de casting avec toutes les notes, et Paul, Aimé Medville qui joue Antoine, etc. Je voyais mes élans, les doutes sur d'autres, et je regardais avec les enfants, et après ils me disaient, mais qu'est-ce que t'as dit sur moi, qu'est-ce qu'il y a écrit, etc. C'était très drôle, quoi. Voilà, ben donc pas en casting. Mais le Paul, ça a été très vite une évidence. J'avais l'impression que je voyais le môme que j'avais en tête, qui pourtant était moi, il me ressemblait absolument pas quand j'étais petit, mais je trouvais qu'il était merveilleux et très cinématographique. Il y a un des acteurs qui a quand même répondu à la question « Quel est ton rêve ?» Kidnapper Donald Trump. Et qui s'est dit que c'est pour ça qu'il avait été choisi. Eric, à toi. Je voulais vous remercier parce que c'est un super film pour commencer déjà les 50 ans, je trouve. Et puis vous remercier pour deux choses. La première, pour le générique avec toutes les fautes d'orthographe, parce que je suis un ancien élève qui a horreur de l'orthographe. Donc quand j'ai vu ça, ça m'a fait beaucoup rigoler. Et après, on est tout de suite dans le film. Et je voudrais savoir d'où vous est venue l'idée des masques, parce que les masques, déjà, ce sont des personnages à eux tout seuls. Et je trouve que d'avoir tous ces masques qui représentent la nature, c'est déjà une super idée. Et ensuite, de voir de se dire que l'enfant devient un super-héros à un moment. Oui. Et que voilà, moi ça m'a fait penser à La Mouche ou à Spider-Man, ou d'un seul coup, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, on va dire, d'industriel, qui le rend plus fort. Et cette image de le voir faire tomber une voiture dans un ravin, presque à la rigueur, on lui en veut pas, quoi. Et il y a une image que j'adore aussi, pour finir, c'est quand vous faites tomber je sais pas si c'est les immortels ou si c'est C'est du fenouil. C'est du fenouil. Ouais. Et cette image-là du petit garçon qui égrène le fenouil sur la demoiselle qui est en dessous, je trouvais ça hyper beau et hyper poétique. Et voilà, merci. Oui, c'était la volupté des premiers. Les masques, donc on a beaucoup travaillé sur les masques. Il y a une jeune femme qui s'appelle Virginie Montel, avec qui je travaille depuis très longtemps, qui est chef costumière, mais aussi conseillère artistique. Enfin, je lui montre les gosses que je choisis. Etc. Et après, ce qui est très beau avec le cinéma, c'est que c'est la collaboration. Donc, on a cherché des masques un peu partout sur Internet. On s'est inspiré des zadistes quand ils allaient au combat avec des masques assez beaux. Et puis après, j'ai donné au chef déco. Et là, ce soir, vous avez quelqu'un qui a créé les masques, qui est là aussi, qui a participé à la création des masques, qui est Fabien, qui n'aurait jamais se lever. Qui est là. Et on a cherché tous ensemble à partir d'idées ce qui fonctionnait, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des idées, il faut aussi que tout ça fonctionne, marche, pour tout, pour les masques et leur beauté, parce que ça les héroïse, comme vous disiez, ça en fait des héros, voire des super-héros malgré eux à la fin, mais pour tout, cette scène du kayak, c'est presque à Fabien c'est lui qui a décoincé les trucs, ça marchait pas. Et j'arrêtais pas de dire, ce gag sera drôle s'il est logique dans sa folie, s'il y a une logique, s'il est construit. Et donc c'est aussi ça qui est merveilleux dans le cinéma, c'est que c'est une collaboration constante, permanente, des échanges. Au fond, c'est ça qui est beau au cinéma. Il y a un amateur entouré de 200 professionnels. Et puis vous dites, c'est ça qu'il faudrait faire, c'est ça qu'il faudrait réussir à faire. Et ils amènent des idées. Et je me rappelle que c'est Fabien qui est là ce soir, parce qu'il est d'ici, il est de Montreuil, qui a trouvé cette idée que le gamin en prenant se retournait, parce que je ne savais pas comment j'allais pouvoir. Je tenais absolument à cette idée de film qui passe en arrière, de gosse qui descend dans l'autre sens, qui est un burlesque pur. Mais le burlesque pur est drôle si il est amené par une logique implacable, même si c'est faux. Donc c'est en collaborant avec des gens, des techniciens du cinéma, des ouvriers du cinéma, des gens qui font la lumière, etc., que tout doucement on construit un film. Donc je suis heureux que vous me posiez la question des masques, parce que la réponse, elle est de rangées derrière vous. C'est la collaboration, c'est la réflexion, c'est la bande, comme dans un film. Un plateau de cinéma, c'est une grande bande. Fabien ne veut pas se lever parce qu'il est spectateur régulier du Méliès et il veut rester anonyme. Il faut mettre un masque, et là il ne veut pas se lever, Fabien. Un petit garçon pour l'avant-dernière question. Mais sinon, comment vous avez réagi quand vous avez vu que la rivière, c'était pas magique? Mais encore maintenant, je pense qu'il y a quelque chose de magique dans la rivière. Je sais bien que c'est l'eau des pluies, je sais bien que c'est la fonte des neiges. Mais encore maintenant, je me dis qu'il y a quelque chose de magique
à ce que ces événements produisent quelque chose d'aussi extraordinaire et d'incessant. Tu vois, l'eau, elle coule sans s'arrêter, c'est quand même quelque chose d'assez beau, d'assez puissant, et ça fait un bien fou. Donc pour moi, ça reste quelque chose de magique. Tu vois, ça reste quelque chose d'incompréhensible, et c'est pour ça que c'est beau presque. C'est parce que je ne le comprends pas, comme plein de choses dans ma vie. Donc d'une certaine façon, ça m'a donné une réponse. Tu vois. La dernière question. Oui, bonsoir. Bah déjà, merci et bravo pour ce film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le comique est effectivement bien maîtrisé et déclenche le rire à beaucoup de moments. Il repose sur du tragique parce que finalement, chaque enfant a une histoire un peu difficile à supporter et fait qu'il a été impliqué dans cette aventure. Et moi, je voulais juste savoir comment vous avez dirigé les enfants parce que je les trouve d'un naturel impressionnant. Alors, la clé, si vous voulez, c'est qu'au début, alors on les a choisis, il y a eu tout ce que j'ai raconté avant, mais c'est que les enfants n'y allaient pas, ils n'y allaient pas. Le premier jour de tournage, c'est cette scène où ils ont kidnappé le mec, ils vont saucissonner, et il doit dire et on ne peut pas le laisser là, il faut lui donner un pyjama. Et je me suis dit, si c'est pas en pleurant qu'il dit il faut lui donner un pyjama et en crevant de trouille, ça sera pas drôle. Et ils n'y arrivaient pas, et à un moment je me suis dit, il faut que j'y aille moi, c'est-à-dire que si je veux que les enfants mettent leur pudeur et leur fierté de côté, parce qu'il ne faut pas oublier que ces enfants ne se connaissaient absolument pas. Donc vous vous rendez compte, ils sont là tous les 5 dans la forêt, ils ont passé 2 nuits ensemble, ils sont arrivés en Corse, allez hop, on y va maintenant. Le premier qui va oser peut-être être ridicule, rater quelque chose, oser rater, oser échouer, personne ne veut y aller, donc il joue de loin et tout. Je me suis dit, ça va être une catastrophe. Il pensait que ça allait. Et donc, à un moment, moi, je m'y suis mis. Je n'oublierai jamais ce moment. J'ai avancé, j'ai fait un pas en avant, j'ai commencé à jouer, à me rouler par terre, à pleurer, à hurler, mais à en faire des caisses. Et je voyais toute l'équipe qui me disait, ce qui lui prend et tout ça. C'était drôle, mais je savais qu'il fallait que je fasse. Et après, il y a celui qui joue Samir Edouane, qui m'a regardé, et c'est comme s'il avait compris quelque chose. Et il a eu du courage, il y allait en premier. Du coup, Colombe, elle a regardé Redouane, elle s'est dit, il faut que j'y aille moi aussi. Et puis après, le petit Paul, il a regardé Colombe, et patati et patata. Mais c'est parti de là. Il fallait y aller. Et j'y suis allé pendant 3 mois, parce que ça s'arrête vite. Hein. Il me voit une fois, il rigole, et puis... Donc j'ai passé ma vie, j'ai passé 14 semaines à hurler, à me rouler par terre, à pleurer, et à leur dire tout. Vous savez, j'avais lu un truc, je m'étais dit, tiens, c'est intéressant, je vais regarder ce que disait Truffaut là-dessus. Et Truffaut, il disait, il faut déléguer le rôle à l'enfant, on ne peut pas diriger un enfant. Et après, j'ai regardé Spielberg. Et Spielberg, je l'ai vu diriger le petit, je ne sais plus comment il s'appelait, Thomas, quelque chose, dans E.T. Et c'est une autre méthode, où il lui dit, là, on le voit qui lui dit, là, il apparaît, la secouée, elle est énorme, et puis il sort, et puis t'as peur, et là, il a peur. Et le gamin, il dit, et ben moi, j'ai fait ça pendant 14 semaines. Enfin, il y a des plans de making-of où je dis qui est ce dingue derrière son combo, mais il fallait tout le temps les remettre dans ce truc parce que la concentration des enfants c'est épuisant de se concentrer. Et donc ils tiennent moins longtemps que nous. Et des fois j'avais des plans, ce que je racontais, c'est que j'avais des plans géniaux. C'est bon, c'est super, plan séquence, tac tac, on arrive, oh là, et l'enfant il dit son truc et c'est super. Et puis tout à coup il y a une mouche ou une abeille qui passe et le gosse en pleine scène où il pleure, il regarde la mouche. Terminé. Mais non, il fallait tout le temps les ramener. Voilà. Je sais pas combien de fois je leur dis, il faut habiter le plan, ils se moquaient de moi et tout. Mais bon, très belle aventure. C'est devenu une vraie troupe de théâtre. Une vraie troupe. Dernière parole pour un enfant, vas-y. Bah déjà, le film, il était bien. Merci. Vas-y. Est-ce que, il a réussi à dire à, je sais pas comment elle s'appelle, la fille, qui est Kat, qu'il l'aimait? Ah, je sens un jeune homme romantique. Non, ça prend du temps. Hein. Il faut du temps et du courage. Mais non, c'est une très jolie question. Non, il n'a pas réussi, il n'a pas eu le courage. Je peux te dire une anecdote pour répondre à ta question qui est rigolote, sans donner les noms. Et sur le film, il y a un enfant. J'étais très proche de ces enfants, je les adorais. Et donc je faisais attention à tous ces enfants, j'étais là pour eux. Il y en a un qui adorait l'armée, je vais vous faire des tuniques bleues, il y en a un autre. Et puis, mais c'est fatigant de faire un film, tu sais. Et donc je rentre chez moi un soir, dans l'endroit où à l'époque on tournait dans le sud, donc je n'étais pas chez moi encore, dans l'hôtel.
crevé, et je reçois un coup de fil d'un des enfants. J'ai dit, mais... Il me dit, oui, c'est moi, alors je ne dirai pas le nom, mais il me dit, voilà, là, je dis, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui se passe, et il me dit, voilà, je suis amoureux de Colombe. Je dis, ah bon. Alors je dis, mais tu sais que ça ne veut pas dire qu'elle est amoureuse de toi. Hein. Le fait d'être amoureux de quelqu'un n'oblige pas l'autre personne à t'aimer. Il ne faut pas dire, moi je t'aime, pourquoi tu m'aimes toi? Il faut y aller doucement. J'étais là, il départ. Et puis la conversation dure, je n'oublierai jamais. Il y a un moment, il réfléchit, il me dit, Sylvain, il dit, je ne reviens pas de parler de ça avec mon patron. Bon, et après, moi, ça a commencé à, tu vois, j'étais dans le truc, quoi. Donc chaque fois qu'on partait tourner, je disais, bon, alors toi tu t'assieds là, ben toi t'as qu'à t'asseoir à côté de Colombe, j'essayais un peu. Et à la fin, cet enfant, il m'a épaté, parce qu'il a eu le courage de lui dire, 2 jours avant la fin du film. Et il s'est pris une tôle. Mais il a eu le courage, et c'était merveilleux de... Voilà, et puis ils sont tous très amis maintenant, voilà. Et puis je lui ai dit, tu sais, des fois ça prend 10 ans. Oui, tu pas perdu, puis tu vas peut-être faire un film avec eux deux pour j'y crois arranger encore. leurs affaires. Je vais faire le petit gang, je ne sais pas ce qu'ils vont faire la prochaine fois, mais peut-être ça va lui arranger son coup. Voilà. Avant de terminer, je voudrais remercier 2 personnes, une qui est dans la salle et l'autre qui ne peut plus l'être. Je voudrais remercier Thierry Laurentin de Gaumont, que je vous demande d'applaudir et qui a accepté que ce film fasse l'ouverture. Et je voudrais remercier quelqu'un qui travaillait avec lui, qui a disparu entre le moment où on a réservé le film et qui est mort tragiquement pendant le Festival de Cannes, qui s'appelait Hugues Ménager, qui est décédé du jour au lendemain à l'âge de 50 ans. Et ça nous a profondément bouleversés. Et donc j'avais envie d'en parler ce soir. Merci beaucoup. Je vais remercier mon producteur. Et ton producteur, Philippe Martin, le producteur du film. Oui, oui. Qui lui est bien vivant et présent. Et je remercie Fabien qui représente l'équipe ce soir. Lève au moins la main, Fabien. C'est lui, Fabien de Montreuil. Voilà. Merci beaucoup d'avoir... Merci Pierre Salvadorier, merci Mathilde.